Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France, bienvenue au Grand Palais pour les 200 ans du Figaro, un bicentenaire célébré en grande pompe avec des conférences, des émissions en direct, des concerts et bien sûr une exposition événement que vous avez pu découvrir depuis mercredi. On a eu le bonheur d'inaugurer ça avec vous mardi soir et on est ravis de vous avoir avec nous toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, une émission événement avec une invitée spéciale, ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement et bien sûr candidate à la mairie de Paris. Rachida Dati, bonjour, merci beaucoup de nous accorder une interview dans ce lieu de culture et de patrimoine qui a été mis en valeur pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Guillaume Tabar, vous allez bien sûr m'accompagner dans cette interview. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste politique Le Figaro. Nous aurons également le plaisir de recevoir Olivier Soliverès dans notre entretien culture. Il a obtenu un Molière l'an passé pour le Cercle des poètes disparus et il revient avec Amadeus, le chef-d'œuvre de Peter Schaffer. C'est parti. Le public est très nombreux autour de nous. Ça nous permet, Guillaume Tabar, de mesurer la popularité de Rachida Dati. Rachida Dati qu'on décrit souvent comme un animal politique, un bulldozer, une personnalité au franc-parler, proche des gens et un style qualifié par certains de populiste. Est-ce que c'est une affirmation? Est-ce qu'il y a quelques nuances à apporter? Écoutez, c'est intéressant de prendre cette étiquette de populiste. Qu'en général, vous savez, dans les mots, quand on est journaliste, on essaye de qualifier les choses. Or, dans le débat public, qualifier quelqu'un de populiste, ça n'est pas chercher à le qualifier, mais c'est au contraire chercher à l'insulter. On dit « Ah, tel parti est populiste » ou « telle personnalité est populiste », c'est une manière de dire « On n'en parle même pas, ça n'a pas d'intérêt ». Je crois surtout que cette étiquette de populiste, c'est une manière un peu paresseuse ou de ne pas oser dire que quelqu'un est tout simplement populaire. Populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer les gens, et je crois que c'est important en politique, et être capable de se faire aimer d'eux. Et en l'occurrence, je pense que l'on peut dire que Rachida Dati correspond à cette étiquette de populaire, à savoir aimer les gens et savoir se faire aimer par eux. Et on le mesure aujourd'hui avec ce public qui entoure le plateau, ce studio télé. Bonjour. Au cœur du Grand Palais. Guillaume Tabar, on va retracer le parcours de Rachida Dati brièvement. On vous donnera évidemment très rapidement la parole. Il est intimement lié à celui de Nicolas Sarkozy. Une date d'abord à retenir, 2002. Rachida Dati arrive au cabinet de Nicolas Sarkozy en tant que conseillère technique chargée du projet de loi sur la prévention de la délinquance. C'est déjà un moment important. Eh oui, la belle Sarko. Si vous me permettez un souvenir personnel, en 2002, j'étais déjà au Figaro et je suivais le gouvernement, c'est-à-dire la vie, l'activité, l'expression des ministres. Or, à l'époque, Nicolas Sarkozy n'était pas le moins actif des ministres. Autant vous dire que c'était celui que j'accompagnais le plus fréquemment. Et je me souviens très bien d'un déplacement, je crois que c'était dans le sud-ouest de la France. Nicolas Sarkozy était accompagné d'un certain nombre de collaborateurs. Et il y avait une dame qui était dans l'avion avec nous. Et Nicolas Sarkozy, me tapant sur l'avant-bras, comme il le fait souvent, il me dit « Tiens, tu vois là, celle qui est là, elle s'appelle Rachida Dati. Il faut que tu la connaisses parce qu'un jour on parlera d'elle. » Voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui, oui. Vous avez parlé de ce Sarko-label. Ça va se confirmer en 2007 lorsque Rachida Dati devient porte-parole de Nicolas Sarkozy pour sa campagne à l'élection présidentielle. Son engagement sera d'ailleurs salué. Le 18 mai 2007, elle est nommée ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le gouvernement Fillon après l'élection de Nicolas Sarkozy. Oui, et vous savez, quand on parle de Rachida Dati, souvent on dit « Ah, Rachida Dati, c'est une personnalité, c'est un style », mais c'est aussi, puisque vous parlez de ce parcours gouvernemental, c'est aussi un bilan. Lorsque Rachida Dati a été garde des Sceaux, ministre de la Justice, la première du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il ne faut quand même pas oublier que c'est la période où il y a eu une réforme de la carte judiciaire, et c'est pas rien, vous savez, lorsqu'on veut changer la carte des hôpitaux, la carte des tribunaux, etc., c'est toujours très compliqué et toujours impopulaire, parce que forcément, personne ne veut perdre ni son hôpital, ni son tribunal, etc. La réforme a eu lieu, et c'est Rachida Dati qui l'a accompli avec le tempérament qu'on lui connaît, et puis le parcours de Rachida Dati à la chancellerie, c'est aussi une réforme qui a marqué le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce sont ces fameuses peines planchées. Bien sûr. Elles ont été votées, elles ont été ensuite supprimées par François Hollande. Et vous voyez qu'aujourd'hui, 15 ans après, tous les programmes, qu'ils soient de droite, de la majorité, disent « Bah oui, il faut les rétablir ». Donc vous voyez, ça c'était un bilan des années 2007. On va quand même parler du terrain parisien. Bien sûr, Rachida Dati.
Vous avez raison de rappeler ces aspects-là de bilan, parce que souvent on dit les politiques ne font rien, rien n'a été fait pendant des années. La réforme de la carte judiciaire, elle était attendue depuis 25 ans. J'ai reçu tous mes prédécesseurs pour connaître quels ont été les obstacles à la mise en œuvre de cette réforme. La Cour des comptes a confirmé cette réforme, l'efficacité de cette réforme a même dit qu'il faudra aller plus loin. Vous oubliez aussi, il y a eu la rétention de sûreté, dont nous nous servons aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation, et d'éviter de remettre en liberté des individus dangereux. C'est vrai que la gauche a voulu la supprimer, elle ne l'a pas fait parce que nous avons eu les attentats de 2015. Une réforme majeure, Monsieur Tabar, et vous étiez aussi au cœur de ce projet, c'est la réforme de la Constitution de 2008, la plus grande réforme de la Constitution depuis 1958, dont aujourd'hui on bénéficie encore de ses effets, et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère de la Justice. Donc le bilan au ministère de la Justice, c'est pas pour dire j'ai tout fait et autres, mais moi je considère qu'en politique, quand vous avez un programme, quand vous avez des engagements, c'est de tenir ces engagements et de rendre compte évidemment aux Français, aux habitants, aux citoyens de ce que vous avez fait. Et quand ça n'a pas eu lieu, c'est aussi de rendre compte pourquoi vous ne l'avez pas fait. Sinon, c'est là où on tombe dans le populisme, c'est-à-dire dans ce côté, oui, en fait, vous promettez plein de choses et vous ne faites jamais rien. Moi, j'ai à cœur, l'engagement politique, de tenir ces engagements. Vous avez rappelé mon parcours, mon engagement politique. Il y en a certains, l'engagement politique se fonde sur une connaissance, une passion, une idéologie. Moi, mon engagement politique, il s'est fondé sur mon parcours personnel qui est lié au parcours professionnel. C'est pas un hasard si je deviens magistrat. C'est pas un hasard si je m'engage auprès de Nicolas Sarkozy. C'est pas un hasard si je deviens garde des Sceaux. Et même aujourd'hui, c'est de la mairie du 7e arrondissement. Et c'est pas un hasard si je deviens aussi ministre de la Culture, qui est un ministère régalien, qui est un ministère de la cohésion de ce pays. La culture française, c'est une valeur forte de notre République. Regardez ce grand palais. Ça, c'est évidemment, c'est le plus bel écrin culturel. Ça, c'est le génie français. Ce grand palais, c'est le génie français. Et on mesure notre chance d'être ici depuis déjà 3 jours. On va parler du terrain parisien, puisque c'est évidemment ce qui nous anime et ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui. Vous êtes maire du 7e arrondissement, désormais candidate à la mairie de Paris pour 2026. Comment cet engagement, Guillaume, s'est matérialisé sur le terrain, cet engagement pour Paris depuis des années? Oui, depuis 2008, c'est en 2008 que Rachida Dati est élue dans le 7e arrondissement. Pour te dire, lorsque Nicolas Sarkozy lui a proposé d'aller dans cet arrondissement, c'était pas le choix le plus spontanément envisagé, ni par les élus parisiens, ni par les observateurs. Par personne. Il y avait un Paris qui était assez gonflé, il faut le dire. Ça tombe bien, être gonflé, c'est un peu la marque de fabrique de Nicolas Sarkozy. Et je crois que c'est aussi un peu la marque de fabrique de Rachida Dati. Et puis ça a marché, il y a eu plusieurs réélections ensuite. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, là où c'était vraiment un coup de poker, de mémoire, au premier tour, dès le premier tour, Rachida Dati a fait 49,5%. Elle a failli l'emporter dès le premier tour. Après, voilà, elle restait comme maire. Oui, mais c'est bien que vous disiez ça, parce que toute la presse avait dit Rachida Dati va faire perdre le 7e arrondissement à la droite. Et je suis le maire de droite depuis Frédéric Dupont, qui est le maire historique du 7e arrondissement, le maire le mieux élu à Paris, mais aussi dans le 7e arrondissement. Je tiens à signaler qu'en 2020, j'ai été élue au premier tour. C'était la première fois, malgré le Covid. C'est important. Et seul maire d'arrondissement élu au premier tour en 2020. Oui. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pas pour fanfaronner. Ça dit quelque chose de la France. Parce que tout le monde avait dit, dans le 7e, qui est un arrondissement très traditionnel, j'adore cet arrondissement, j'adore la structure sociologique de cet arrondissement, et j'adore les habitants qui me le rendent bien. D'ailleurs, certains sont sans doute autour. J'en doute pas une seconde. Vous avez dit maire de droite. Vous serez une maire de droite pour Paris en 2026, si vous êtes élu? Alors d'abord, je mène cette campagne, je suis candidate à la mairie de Paris. Quel est l'enjeu de cette élection? Parce qu'il faut parler de l'enjeu de cette élection. On semble l'oublier. C'est 25 ans de gauche à Paris, avec le bilan qu'on connaît. Tous les sondages démontrent, la majorité des Parisiens sont très insatisfaits du bilan de cette gauche à Paris. Quel est le résultat?
près de 150 000, c'est 136 000 je crois, Parisiens qui ont quitté Paris. C'est près de 50 000, c'est 40 000 et quelques enfants qui ont quitté les écoles parisiennes. Donc il y a un désamour pour Paris qui s'est créé. Aujourd'hui, des écoles entières ferment à Paris. Je ne me résous pas à ce qu'une ville comme Paris se vide de ses forces vives. Là, nous vivons un moment historique. C'est la première fois depuis 25 ans que la droite et le centre peuvent l'emporter à Paris. Et je le dis, il y a du monde autour de nous. Il y a sans doute des Parisiens. Cette élection, elle est historique. Nous pouvons l'emporter. Nous pouvons changer Paris. Mais je le dis, dès le premier tour. Le vote utile est dès le premier tour. Toutes les candidatures que je dis de témoignages, ils n'ont aucune chance de gagner. À qui pensez-vous ? Non, mais ils n'ont aucune chance. Toutes les candidatures de droite et du centre, vous le savez très bien, ont aucune chance de gagner. Et donc, mais il y a très grand risque de nous faire perdre. Et donc, ça serait dommage de gâcher cette chance historique. Vous appelez donc Pierre-Yves Bournazel à se rallier à vos forces. Toutes les candidatures du droite et du centre, et je le dis, le vote utile, c'est dès le premier tour. Nous ne sommes pas dans une élection présidentielle. Et donc, ça n'est pas les deux premiers qui resteront. C'est-à-dire que tout le monde pourra se maintenir, et donc nous pouvons tout perdre. Cette chance, elle est historique. Je vais donner, et vous avez cette mémoire de cela. Vous vous rappelez en 2001 ? Philippe Séguin, Jean Tibéry. Ils ont dit, nous allons nous présenter tous les deux, nous allons nous retrouver au deuxième tour. Deuxième tour, Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo. 25 ans d'une gauche à Paris. Mais je le dis aussi aux Parisiens, si nous perdons, ça sera cette gauche en pire. Parce que l'alliance avec l'extrême gauche, elle est affichée, elle est assumée aujourd'hui dans la liste d'Emmanuel Grégoire. Pour l'instant, Emmanuel Grégoire s'est associé aux écologistes et aux communistes. Et à LFI, Daniel Simonet, Laurent Sorel, c'est la France insoumise. À des LFI en rupture, enfin non, à des insoumis en rupture avec leur parti. Laurent Sorel, il est au Conseil de Paris, j'invite tout le monde à regarder, c'est un élu LFI. Et puis pour des gens qui donnent des leçons de morale à tout le monde, en disant pas d'alliance avec d'autres candidats de droite ou autres. Mais on est bien d'accord que ce sont des personnes qui ont exclu toute alliance avec la France insoumise. Emmanuel Grégoire a été élu député avec la France insoumise. C'est une alliance assumée. Et au régional, quand ils ont affronté Valérie Pécresse, ils ont fait liste commune avec la France insoumise. Est-ce qu'on veut laisser Paris à une gauche radicale ? Parce que ça va continuer et ce sera bien pire. J'avertis bien les Parisiens là-dessus. Alors après, oui, on dit je suis clivante, je suis effectivement... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes brutale ? Oui, ou brutale. Mais le combat politique est brutal. Si vous voulez tenir vos engagements, si vous voulez changer cette vie, il faut être déterminé. Je suis déterminée, évidemment. Je connais les enjeux à Paris. Et donc, oui, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais je leur dis, faites-moi confiance, je suis déterminée, j'ai l'énergie, j'ai la compétence, j'ai la connaissance et j'ai une équipe ancrée des élus qui ont fait leurs preuves à Paris. Nous avons une équipe, des priorités, une méthode et un projet. Donc moi, je ne demande pas à ce qu'on m'aime, je demande à ce qu'on me fasse confiance. Et je ne les décevrai pas, je le dis aux Parisiens. C'est vrai. Alors peut-être vous serez la candidate de tous les Parisiens ? Je serai la candidate de tous les Parisiens. Je fais campagne avec tous les Parisiens. Parce que vous avez parlé de la droite et du centre. Il y a l'UDI, il y a le MoDem, il y a les Républicains, la société civile. J'ai des élus Renaissance, des élus Horizon. J'invite tout le monde à nous rejoindre. Moi, je vais vous dire, la seule réplique, la seule campagne que mène la gauche, c'est l'insulte et l'outrance. Quand ils font liste commune contre Valérie Pécresse ou contre moi, ils nous traitent, je cite, de fachos. Moi, j'ai des désaccords avec des personnalités de gauche pour laquelle, moi, j'ai du respect pour la gauche. J'ai débattu avec François Hollande, Laurent Fabius, Robert Badinter, lorsque j'étais garde des Sceaux, Martine Aubry. Nous avons des divergences de fond politiques sur des projets. Emmanuel Grégoire parlait potentiellement d'une alliance avec Sarah Knafo. Est-ce que cette alliance est possible ? Juste pour terminer, quelle est la campagne de Emmanuel Grégoire et de M. Brossat et de LFI aujourd'hui? Ils nous traitent de fachos. Vous ne pensez pas que c'est de l'insulte d'adolescents? Voilà le niveau de la gauche à Paris. Ce sont des adolescents, c'est de l'immaturité. Moi, j'aimerais que vous leur demandiez, quand vous les interrogez, est-ce qu'ils vont continuer ce qu'ils ont fait depuis 25 ans et par quel miracle ils arrêteraient de faire comme ils ont fait depuis 25 ans. Je crois que le projet d'Emmanuel Grégoire est plutôt à la continuité, en effet, de ce qui a été mené par Anne Hidalgo. Empire.
Parce que c'est 40% de logements sociaux. Quand ils disent que je vais changer la physiologie ou sociologie de Paris, mais qui a procédé au remplacement des Parisiens? Ce sont eux. Pourquoi? Quand vous avez près de 150 000 Parisiens qui quittent Paris, c'est eux qui procèdent au grand remplacement, pour reprendre une expression. Ils sont dans cette idéologie. Moi, je veux que tous les Parisiens puissent vivre ensemble. Je suis pour la mixité. Vous connaissez mon parcours. Je suis le vrai produit de la République française. Voilà ce que je veux à Paris. Je veux que tout le monde vive ensemble. Une ville, c'est de l'harmonie. C'est de l'apaisement. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse vivre ensemble. Exactement. Dans un climat de sécurité. Exactement. Je sais que c'est un des points cardinaux de votre programme. C'est simple. Moi, j'ai des thèmes. Je vais réorienter les priorités. La sécurité, une police municipale armée, formée, équipée. C'est ce que demandent les Parisiens au premier chef. Exactement. La gauche n'en veut pas. Moi, je voudrais évidemment doubler le nombre de caméras de vidéoprotection. Je pense au Champ de Mars, où j'ai des agressions tous les jours. Ça, c'est important. Je veux une mobilité apaisée, où chacun trouve sa place. Que ce ne soit pas le chaos et le piéton en premier. Est-ce qu'on peut se le dire et sincèrement? Puis, elle n'a pas fait que des mauvaises choses, Anne Hidalgo, sur la question de la mobilité. Mais quand vous êtes un responsable politique, vous ne faites pas que des mauvaises choses. Mais quand l'idéologie est poussée à son comble, quand vous voulez sauver un siège et ne plus sauver une ville, eh ben là, ça pose problème. Ça pose problème. Et évidemment, ça devient un petit peu le chaos. Vous parliez de priorité, tout à l'heure, sur mon programme. C'est aussi de bien gérer les deniers des Parisiens, l'argent public des Parisiens. 12 milliards de dettes aujourd'hui. Voilà, ma méthode. Quelle est ma méthode? Ça va être quoi? D'abord, de revoir de fond en comble l'hôtel de ville de Paris. Une réorganisation? Bien sûr, suradministré, trop cher. Je serai un maire de la proximité. Vous disiez tout à l'heure, il faut aimer les gens quand vous faites de la politique. Moi, j'aime les gens. Même quand on s'engueule, vous répondez. J'aime les gens. Je serai la maire de proximité. Je rendrai des comptes aux Parisiens. Et puis, les Parisiens ont oublié une chose. Un maire, ça s'occupe de ses habitants. Et ils ont oublié. Ils ont tellement oublié qu'ils créent des collectifs, des associations pour se défendre le quartier. Je m'occuperai d'eux. Je m'engage à cela. J'ai une méthode. J'ai des priorités. J'ai une équipe. J'ai un projet. Si je suis élu demain, c'est ce que vous mettrez en place. Le changement, ils le verront très rapidement. Et on va poursuivre bien sûr sur le projet, sur les moyens d'y parvenir, notamment les moyens politiques. Mais il y a une question préalable. Vous avez parlé de disponibilité pour les gens. Il y a une question très concrète qui va se poser dans cette campagne. Vous êtes aujourd'hui donc chef de file pour conduire cette liste municipale. Vous êtes également ministre de la Culture. Est-ce que vous pensez que l'on peut mener une campagne totale en étant ministre de la Culture, ou est-ce que vous souhaitez retrouver votre entière liberté pour mener cette campagne, et si oui, selon quel calendrier? J'ai toujours été une femme très libre. Donc ma liberté, c'est à l'image de Paris. Paris, c'est la ville de la liberté. Elle a changé ma vie, elle a changé mon destin, cette ville. Moi, je vais changer la vie des Parisiens. Et je vais vous dire, jusqu'à un temps très récent, quand je suis élue maire du 7e, je suis ministre de la Justice, et je suis restée en étant maire du 7e arrondissement. Donc vous n'allez pas quitter le gouvernement? Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Bien sûr que je quitterai le gouvernement. Mais la question, elle se pose. C'est parce que M. Grégoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont que dans l'outrance. Ils sont obsédés par ce que je suis, par ce que je fais. Peut-être que ça le gêne, mon bilan au ministère de la Culture. Peut-être que ça le gêne, ce que j'ai pu faire pour la ruralité, pour l'accès à la culture, pour que les territoires ruraux ne soient pas les grands oubliés de la culture. Mais indépendamment des attaques de M. Grégoire. Vous êtes le Figaro. Le patrimoine français. Nous avons battu des records historiques de visite de notre patrimoine français. Ça, c'est la politique que j'ai pu porter. Et je continuerai à me battre pour cela. Donc oui, je quitterai le gouvernement, mais ça n'est pas à M. Grégoire de me demander quand je vais partir. Oui. Non, mais... Voilà. Et sinon, on vous pose la question. Je vous ai répondu. Voilà. Une question sur ces derniers sondages qui placent Emmanuel Grégoire et son alliance légèrement au-dessus de vous, Rachida Dati, 30 points, 28 points de votre côté. Vous vous dites que c'est encore possible? Non mais, je veux dire, je vais gagner Paris. C'est la première fois où la gauche est tellement affaiblie. Les Parisiens... Par le bilan d'Anne Hidalgo? Entre autres, mais M. Grégoire est le premier adjoint et l'élu de Mme Hidalgo à ce jour. Il était encore à ses vœux il y a quelques jours. Elle a tiré le bilan de ces 2 mandatures. Il faudra qu'il rende des comptes sur ce bilan. Je vous rappelle, en décembre, il y a eu un budget qui a été voté. Alors, ils vont le mettre en œuvre. J'invite les Parisiens à voir ce budget.
c'est encore plus de logements sociaux. Vous savez combien ça coûte la préemption du logement social à Paris pour acheter des logements, pour en faire du logement social? C'est 250 millions d'euros par an. Dans ce budget, c'est 800 millions d'euros par an. Dans son premier meeting de campagne, d'ailleurs, Emmanuel Grégoire l'a rappelé, il fera du logement une priorité. Oui, du logement social. Ils veulent plus de logement social pour y loger, ils l'ont dit eux-mêmes, des gens sans papier. Moi, j'assume de faire du logement social pour les gens qui travaillent et qui travaillent à Paris. J'assume totalement cette politique du logement social. Pourquoi ? Je suis une enfant du logement social. Mais si le logement social, c'est de mettre de la pauvreté, de la misère et de la difficulté, c'est du ghetto. Moi, j'ai vécu le logement social et le ghetto. Je vais vous dire, ça ne fonctionne pas. Ça fracture. Ça évidemment bouleverse une ville. C'est pas étonnant que les Parisiens ont quitté Paris. Et pour mettre en œuvre ce programme, il faut bien sûr d'abord gagner. Pour gagner, vous avez mis en avant, dès l'entrée de cette interview, sur le vote utile dès le premier tour pour vous. Dans une élection à deux tours, malgré tout, il y a une concurrence. Et une autre stratégie politique consiste aussi à ratisser le plus large possible au premier tour et de se rassembler au second tour. Il y a deux listes concurrente, je ne sais pas s'il faut le qualifier de rival, celle de Pierre-Yves Bournazel, on va dire plus au centre, soutenu par Horizon et le parti Renaissance, même si les élus Renaissance vous soutiennent. Et de l'autre côté, Sarah Knafo offre plus à droite, qui d'emblée dit, voilà, moi je suis candidate, mais je veux que la droite gagne à Paris. Et au second tour, quel que soit mon score, quelle que soit ma position, j'aiderai le mieux placé, donc même si c'est vous, Rachida Dati, à gagner. Est-ce que vous considérez que Pierre-Yves Bournazel d'un côté ou Sarah Knafo sont des gens avec qui vous pourrez d'abord gagner et ensuite gouverner? Monsieur Tabar, moi je vais vous dire, ma campagne est ouverte. Vous savez, quand les gens votent pour moi, que ce soit dans le 7e arrondissement ou pas, vous savez, la politique, c'est aussi l'incarnation. Ils votent Rachida Dati. Et ce que j'incarne, ce que je porte, ce que j'ai mis en place, c'est une vision, une ambition pour une ville, une collectivité. Et donc, moi, je vais vous dire, toutes ces candidatures n'ont aucune chance de gagner. Mais il y a un risque fort qu'elle ne fasse pas. Parce que vous dites premier tour, deuxième tour, je le rappelle, ce n'est pas une élection présidentielle. Si évidemment il y a le maintien, nous avons perdu. Donc je le dis aux Parisiens, en responsabilité. Dès le premier tour, c'est le vote utile. Il faut voter. Là, les sondages le démontrent. La gauche toute rassemblée, elle est à égalité avec moi. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à renforcer cette dynamique, gagner Paris? Je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, cette ville sera... Je changerai cette ville. Le déclin, je l'enrayerai. Évidemment, je leur permettrai de vivre beaucoup mieux. Paris reprendra son lustre et sa lumière. Et donc, c'est le vote utile. Moi, je dis, ces candidats n'ont aucune chance de gagner, mais il y a un risque fort qu'ils nous fassent perdre. Ne ratons pas cette chance historique. Dans son livre « La bataille pour Paris », Pierre-Yves Bournazel a des mots très durs vous concernant. Il parle de personnes en état d'ébriété narcissique. Il parle d'enchaînement d'ordre et de contre-ordre, de mission suicide et d'une belle galère. C'est des mots très durs pour un candidat qui, demain, comme le disait très justement Guillaume Tabar, pourrait tout à fait être amené à vous soutenir. Moi, j'ai même vu dans un article de presse qu'il a travaillé pour moi. Il n'a jamais travaillé pour moi. Il était au service de communication du ministère de la Justice. Il n'a jamais travaillé pour moi. Il n'a jamais été à mon service. Il n'a jamais été mon collaborateur direct. Voilà. Mais demain, une alliance comme ça est possible, même si des mots comme cela ont été tenus, ce qui n'est pas du tout le cas de Sarah Knafo. Vous voulez que je me lève et que je demande aux Parisiens ce qu'ils veulent ? Leur majorité, je pense qu'ils veulent que Paris change. Ils veulent une alternance. Ils s'en fichent de ce qui est écrit dans ce livre ou ce que pense de moi M. Bournazel. Ce qui est important, c'est est-ce que pour les Parisiens qui sont ici, ils me feraient confiance pour changer la ville de Paris? Je pense qu'on peut leur demander. Voilà. Voilà, elle est là la réalité. Moi, j'aime les gens. Je parle avec tout le monde, y compris avec ceux qui sont en désaccord avec moi. C'est pour ça que je suis sur le terrain tout le temps. Et ça, c'est ma vie politique, c'est mon engagement public. Je disais tout à l'heure, évidemment que je clive. Eh bien, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Ça, c'est la vie. Mais vous l'assumez. Mais moi, je leur dis, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Donc, avec moi, on va gagner. Avec moi, ça va changer. Voilà. Faites-moi confiance. Voilà, ça c'est dit pour Pierre-Yves Bournazel. Sarah Knafo, quel regard portez-vous sur elle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous seriez prête à travailler si elle vous soutenait? Monsieur Tabar, Elle est candidate, donc faut... Oui, elle est candidate. Je vous parle des Parisiens, je vous parle des enjeux. Est-ce que cette ville est sûre? Non. Plus de 218% de trafic de stupéfiants à Paris. Près de 60% de plus des agressions. Sur le Champ de Mars, agressions sexuelles
tous les jours, des agressions tous les jours. Moi, je le dis aux Parisiens, si évidemment ces candidatures se maintiennent, c'est la gauche qui va continuer. Plus de 40% de logements sociaux, des quartiers totalement à l'abandon, des campements sauvages, du trafic de stupes. Je suis allée, vous le voyez avec les vidéos, moi je suis allée au centre de Paris. Qui peut imaginer qu'au centre du Paris historique, des gens vivent dans les murs d'un tunnel ? Dans les murs d'un tunnel. Je suis allée à l'intérieur. Est-ce que vous avez vu ces élus aller à la rencontre de ces Parisiens auxquels on ne parle pas, qu'on n'écoute pas ? Voilà, mon rôle, il est là. Mais moi, les je les Parisiens entends et peuvent je les avoir écoute. aussi envie de comprendre si une alliance avec Sarah Knafo est envisageable. Ben, moi, je leur dis, votez pour moi en direct dès le premier tour. Vous voulez que ça change ? Un vote utile. Moi. En vote utile. Je suis la seule. Les sondages le démontrent, sondage après sondage. Je suis la seule capable de l'emporter. J'en appelle aux Parisiennes et aux Parisiens. Et aux autres, j'en appelle à leur responsabilité. Vous avez parlé de ces Parisiens qui fuient Paris, qui montrent finalement, qui témoignent de leur désamour pour la capitale, qui disent qu'on ne peut plus vivre à Paris, que Paris est trop cher, que Paris est fatigante, que Paris n'est plus désirable. Est-ce que c'est une de vos lubies de rendre à nouveau Paris désirable, de faire en sorte que les Parisiens aiment Paris ? Qu'est-ce que veulent les Parisiens ? 1, de la sécurité. 2, de la propreté. Nous allons arriver en mars 2026 à 800 millions d'euros de budget pour la propreté. Est-ce qu'on en voit les effets dans Paris ? La taxe, il faut faire quoi pour la propreté ? La taxe foncière, elle a augmenté, ça a rapporté 600 millions d'euros en 2 ans, là, à la ville de Paris. Vous l'avez vu en résultat, en sécurité, en propreté, en mobilité, en apaisement, en végétalisation ? Donc les dépenses sont là, mais les résultats, non. Ah bah les dépenses, oui, elles sont là, mais les résultats ne sont pas là. Sur la propreté, moi je m'engage à ce que la ville soit 24 heures sur 24 propre et 7 jours sur 7. Comment fait-on ? La collecte, il faut la privatiser, c'est pas le métier d'un maire. Et pourquoi la ville est sale en permanence ? Moi j'ai fait une tournée avec des éboueurs. Très médiatique cette tournée sur TikTok. Mais pourquoi j'y suis allée ? Je suis partie avec eux à 4 heures du matin. Moi, je n'ai pas de mépris pour ces gens-là. Ils font un travail très difficile dans des conditions très difficiles. Et ben, quand vous arrivez avec eux, vous arrivez dans Paris, vous partez à 5 heures du matin de Charenton, du dépôt, vous arrivez avec la circulation et les problèmes d'embouteillage, vous ne savez jamais à quelle heure vous arrivez. Il y a plusieurs poubelles. Ils ne prennent pas tout, parce qu'il y a un autre service qui vient chercher les autres poubelles. Et puis il y en a d'autres qui enlèvent les encombrants. Puis il y en a d'autres qui balaient. Et il y en a d'autres qui vident les poubelles qui sont fixes sur les trottoirs. C'est une usine à gaz. Donc, en fait, la ville n'est jamais propre parce que ça n'est pas nettoyé en même temps. Demain, je suis maire, je demande la collecte, le nettoyage, le ramassage, tout en même temps. La ville sera propre en même temps, au même moment. Ça, c'est très concret. Question précise sur cette question. Jacques Chirac, lorsqu'il était maire de Paris, avait privatisé la collecte des ordures dans une partie des arrondissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien 2 systèmes. C'est-à-dire, en cas de grève, il y a des arrondissements où les ordures sont récoltées, là, c'est privé. Bon. Est-ce que vous voulez maintenir cette répartition mi-public, mi-privé, ou est-ce que vous pensez qu'il faut privatiser l'ensemble du service de propreté ? La collecte des déchets, c'est devenu aussi un enjeu environnemental important. Et donc, ces enjeux-là, qui sont devenus des enjeux très pointus, c'est très, très technique, parce que cette ville, cette majorité qui se dit écologique, le premier geste écologique, c'est la propreté et l'hygiène. Si la ville est sale, si elle est insalubre, ça n'est pas écologique. Et donc, moi, je souhaite que la collecte, elle soit privatisée. Et le nettoyage, moi, je réorganiserai les équipes. J'ai déjà rencontré les agents, la direction. J'ai dit quelle était ma vision et mon projet. Et d'ailleurs, ils adhèrent. Moi, j'ai des agents qui attendent que ça change. Donc c'est pas que de la com, parce que quand on vous voit sur TikTok, on se dit que évidemment c'est une opération de communication réussie, saluée d'ailleurs même par vos opposants. Emmanuel Grégoire dit que vous êtes une vraie TikTokeuse. Il le dit pas de manière très agréable, mais ça montre malgré tout que vous avez raison de le faire. Il s'y met lui aussi. C'est pas que de la communication. Non, mais je veux dire, il dit TikTok et selfie. Ah oui, eux, ils font des TikTok et des selfies entre eux. On passe de Raphaël Glucksmann à M. Brossard, M. Brossard, M. Béliard. Enfin, est-ce que vous avez eu des Parisiens avec eux, des échanges ? Moi, pourquoi je fais des vidéos ? Je vais vous le dire. Parce qu'ils me traitent soit de menteuse, soit de trumpiste. Parce que moi, je vais montrer des endroits dans lesquels ils ne vont plus. Est-ce qu'il est normal d'avoir des rues entières, l'avenue Max Dormois, sur laquelle il n'y a plus aucune femme sur un trottoir, aucune femme dans les commerces? Et c'est assumé, je suis rentrée dans ces commerces. Quand je leur dis, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes? Ils vous disent oui, dans le cœur de Paris. Moi, je suis contre cette ségrégation. Il y a du séparatisme à Paris. Donc pourquoi je montre ça? Je montre parce que eux, ils nient
ils sont dans le déni de cette réalité. Je veux la montrer. Parce que pourquoi je veux la montrer ? Parce que je veux changer Paris et je leur dis, avec moi, ça changera. Ça n'existera plus. Les Parisiens, on leur a confisqué l'espace public parisien. Je veux rendre cet espace public aux Parisiens et aux Parisiennes. Il y a un autre thème qui est important pour la vie des Parisiens, c'est celui de la circulation. Est-ce que dans tout ce qu'a fait Anne Hidalgo depuis le début, il y a des projets sur lesquels vous voulez revenir? Et vous, quels sont vos projets en matière de circulation? Et notamment la fameuse question du périphérique. On sait que la gauche veut aller plus loin dans la limitation de la circulation. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir l'utilisation du périphérique à Paris? Je le dis, et je le dis en présence des Parisiens qui sont ici. Paris est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. Seule ville de France. C'est pour ça qu'on est dans le chaos. Vous avez une fermeture de rue, puis une réouverture, puis un sens unique, puis un double sens, puis une végétalisation qui n'en est pas une, puis une piétonisation qui n'en est pas une, un abandon. Et donc, non, ça veut dire que c'est le chaos. Et on oppose le vélo à la voiture, la trottinette au piéton. Le grand oublié de cette circulation, cette mobilité, c'est le piéton. Donc moi, je veux redonner de la place aux piétons. Je veux redonner que chacun puisse trouver sa place. La voiture, alors, le vélo, la trottinette, les personnes à mobilité réduite. Par exemple, il y a des trottoirs, la rue de Rivoli, la rue de Passy. Les donc vous ne chasserez pas les vélos de Paris? Pas du tout. Mais qui a mis les premières pistes cyclables? Ça vient d'où? On l'oublie. Non, mais attendez. Oui, mais attendez, je suis d'accord avec vous. Mais il y a eu ces premières pistes cyclables sous Gentil-Ribéry. Et ce qui a été l'amplification de cette politique, c'est le Grenelle de l'environnement. Et par ce Grenelle de l'environnement, nous avions, parce que la grande différence, on a eu des divergences, et on a eu des combats avec Bertrand Delanoë, c'est qu'il recevait les maires d'arrondissement, ce que n'avait jamais fait Madame Hidalgo, et on avait une consultation sur la mise en place des pistes cyclables. Ça n'est pas le cas, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et sur le périphérique, ils ont une vision de Paris petit et rabougri. Ils enferment Paris à l'intérieur du périphérique. Moi, je veux ouvrir. Je veux avoir une vision d'une politique, du logement, de la mobilité au-delà du périphérique. Et donc, moi, je ne vais pas resserrer les boulons sur le périphérique. Vous allez décloisonner Paris. On a cloisonné. Même les autres candidats, ça montre bien qu'ils ne connaissent pas les enjeux parisiens. Ils vous disent, on va faire comme Londres, on va faire comme Berlin. Mais Paris, c'est tout petit, c'est 102 km². Et Paris, c'est Paris. Paris n'est pas Londres. Londres, c'est 1200 km². C'est pas du tout les mêmes échelles. C'est pas du tout la même gestion, la même gouvernance. Moi, je vais vous dire, j'ai calculé en une mandature, Paris, c'est 102 km², 2 millions d'habitants. En une mandature, je peux rencontrer tous les Parisiens. Je peux tous les rencontrer individuellement. Et donc ça, c'est ma force. Je vais partout, je parle avec tout le monde. Ça va être un sacré challenge d'ici au premier tour des municipales. Il doit y avoir des habitants du 7e arrondissement qui sont là. Et je vais vous dire, non, mais j'adore ça. Voilà. J'aime mon arrondissement, j'adore être maire. Parce que non seulement vous êtes dans la proximité, non seulement on résout les problèmes des Parisiens, et on est à la proximité, on répond à leurs préoccupations. Voilà ce que c'est un maire. Rachida Dati, vos détracteurs disent qu'il ne faut surtout pas voter pour vous car vous risquez d'être écarté de la mairie de Paris quand bien même vous seriez élu. On rappelle que vous serez jugé en septembre 2026 dans le cadre de l'affaire Renault-Nissan pour corruption et trafic d'influence. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors moi je vous réponds très clément, c'est un contrat d'avocat privé. Parce que quand on dit corruption, j'ai dit bon, on peut rajouter crime contre l'humanité, à ce niveau-là, tant qu'à faire, mais autant mettre un best-of. Je vais vous dire, c'est un contrat, vous savez ce que c'est la corruption? Parce que les juges ont considéré qu'on ne pouvait pas être député et avocat. Bah oui, moi j'invite justement les magistrats à demander à tous les parlementaires ou les élus qui sont avocats de donner leur contrat. Et donc, j'ai été avocate d'une la plus grande industrie, entreprise française. J'ai défendu ses intérêts dans le Maghreb et Moyen-Orient. Voilà évidemment sur quoi je dois me justifier. Pas un argent public, pas un euro public. Je n'ai jamais utilisé des frais de représentation, j'ai pas de note de frais. J'ai jamais été mise en cause sur de l'argent public. Moi, je travaille. C'est vrai aussi pour le dossier GDF. Non, mais attendez, non, j'en ai pas. Ils n'existent pas. Non, faut revenir, arrêter de raconter. Ne faites pas comme la gauche. Ne soyez pas dans l'outrance. Et donc, ce dossier Renault, c'est un contrat privé, une affaire privée. Il n'y a pas de mise en cause dans l'argent public, ni détournement de fonds, ni autre. Moi, j'aimerais que M. Grégoire puisse expliquer sur son directeur de campagne, M. Lejoindre, qui
qui vit avec l'argent public, qui paye ses vacances, ses frais de représentation lui servent pour sa famille, pour On se souvient son notamment restaurant. du Tahiti Gate aussi concernant Anne Hidalgo. Madame Hidalgo a une enquête ouverte au parquet financier pour ses notes de frais, pour ses voyages privés. Ça n'est pas mon cas. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et donc, je vais vous dire, les Parisiens savent faire la différence. Mais donc, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter d'une éventuelle destitution. Non, je suis très tranquille. Est-ce que M. Grégoire va continuer la politique qu'il a mis en place depuis 25 ans, dont il est comptable, et par quel miracle ils vont changer cette politique? Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Nous, on s'est habitué aussi à des duels assez musclés avec Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Est-ce que ça va vous manquer? Est-ce qu'Anne Hidalgo, d'une manière ou d'une autre, va vous manquer ce challenge permanent de l'opposition? Vous souriez, ça vous trouvez ça drôle, vous? Disons que ça a donné des séquences qui sont devenues absolument mythiques. Toutes les deux, vous avez animé le nombre de séances du Conseil de Paris. C'est vrai, ça vous fait sourire. La politique, c'est du sérieux. Paris, c'est du sérieux. On mène un combat politique. Mais si je suis élu maire de Paris demain, ça changera. Il y aura un renouveau. Tout le reste, c'est-à-dire que c'est pas le cirque du soleil. Donc si ça vous fait sourire, moi je prends ça très sérieusement et très à cœur. C'est mon ambition, évidemment, de changer la vie des Parisiens. J'ai une équipe solide. J'ai un projet solide. J'ai une méthode tout aussi solide. Une dernière question, Guillaume Tabar, peut-être sur la méthode? Alors oui, mais peut-être si on a le temps, une petite question aussi sur la fiscalité, puisqu'on se souvient qu'Anne Hidalgo avait fait campagne en 2020 en jurant de ne pas augmenter les impôts. Elle a augmenté la taxe foncière. Est-ce que, en matière de fiscalité, vous allez prendre des engagements? Est-ce que vous avez même les moyens non seulement de ne pas augmenter la taxe foncière et l'ensemble des impôts, mais est-ce que vous avez même la possibilité de les baisser, car c'est aussi un souhait des Parisiens? Tout d'abord, je n'augmenterai pas les impôts et j'ai fait un budget. Je vais économiser sur quoi? Moi, je ne préempterai plus des logements pour faire du logement social. 250 millions d'euros par an, la dernier budget, 800 millions d'euros. Donc ça, il faut arrêter la gabegie. Les subventions pour des associations totalement clientélistes, y compris communautaristes, y compris des soutiens à des commerces qui font la promotion de livres antisémites, ça, il faut arrêter. Donc ça, c'est entre 1,7 milliard et 1,8 milliard, jusqu'à 2 milliards. Ça, faut aussi arrêter. Sur une mandature, je ferai des économies entre 600 millions et 1 milliard. Et ça continuera sur toute la mandature. Je vous invite d'ailleurs, les autres candidats, quand ils vous disent on va réduire de 10 milliards. Comment? Voilà, il faut leur poser c'est une comment. promesse de Sarac Nafo que vous citez. Ou de dire on va réduire de 4 milliards sur une mandature. C'est se moquer des Parisiens. C'est sérieux. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Il n'y a pas d'économie à faire. C'est l'argent des Parisiens et il faut être comptable devant les Parisiens de leur utilisation et de leur économie. Sur le nombre de fonctionnaires travaillant pour la mairie de Paris, 55 000 employés publics pour la mairie, il n'y a pas d'économie à faire, il n'y a pas des réductions de postes possibles? Aujourd'hui, moi, demain, je ne remplacerai pas les départs à la retraite, parce que c'est une nécessité. On a perdu près de 150 000 Parisiens et la mairie a embauché plus de 10 000 agents. Alors on pourrait dire, on a embauché beaucoup d'agents pour un service public de qualité, ça pourrait s'entendre. On embauche des agents et vous avez un service public de qualité. Mais ce n'est pas ce qui est ressenti par les Parisiens. Ça n'est pas le cas. Deuxième chose, vous pourriez dire, on embauche des agents et ils sont très heureux. C'est pas le cas. Ils sont en grève, mais de manière récurrente. Ils viennent me voir pour dire quel est mon programme, parce qu'eux-mêmes sont mécontents de leurs conditions de travail. De la même manière, la mairie de Paris a été condamnée par le tribunal administratif pour que les agents travaillent au moins 35 heures, parce qu'ils travaillent moins de 32. Ils n'ont pas exécuté cette décision de justice. Elle est là, la réalité. Et donc vous ne pouvez pas avoir une fuite des habitants, une baisse des habitants et une augmentation du nombre d'agents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit champ libre pour vous, Rachida Dati. 30 secondes avant de vous libérer. Un mot pour les Parisiens. Ah, pardon. Je vous en prie. Moi, je leur demande de me faire confiance. On a une chance historique de changer Paris aujourd'hui. C'est la première fois depuis 25 ans que la droite et le centre peuvent reprendre en main cette ville et redonner du lustre à cette ville, remettre de la sécurité, de la propreté, de la mobilité apaisée, de gérer correctement ses deniers publics. Cette ville va changer. Elle va changer de fond en comble. Faites-moi confiance. Je sais que certains m'aiment moins, mais je leur dis, je veux vous dire, moi je vous aime.
quelle que soit votre condition, quel que soit votre statut, quel que soit votre lieu de domicile. Moi, je n'oppose pas l'ouest à l'est, je n'oppose pas le nord au sud. J'aime tout le monde, je vais de tout le monde, je parle avec tout le monde. Moi, les gardiennes et le gardien d'immeuble, ce sont mes alliés. Comme je dis, je parle à l'archevêque et je parle à la gardienne d'immeuble. Je parle à l'ouvrier et je parle aux journalistes. Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, même quand vous êtes désagréable. Mais je parle à tout le monde. Je suis pas désagréable. Voilà. Et donc, moi, j'aime les gens. J'aime les gens. Je ne suis grisée par rien. Je suis toujours impressionnée par tout. Voilà. Donc, je dis aux Parisiennes, aux Parisiens, faites-moi confiance. On va gagner. La victoire, c'est le 15 mars. La victoire, l'enjeu, c'est le 15 mars. Mobilisez-vous. Votez dès le 15 mars, votez utile. Et les commerçants, vous pouvez vous inscrire sur les listes. Vous êtes les premières victimes de cette politique menée depuis 25 ans. Et s'il continue, ce sera bien pire. Donc, inscrivez-vous sur les listes. Vous avez jusqu'au 6 février, y compris pour les autres. Ceux qui votent à la campagne, revenez. Votez à Paris, on a besoin de vous. Merci Paris beaucoup, a besoin de vous. Paris, c'est la capitale de la France, c'est la première région économique d'Europe. Nous sommes un modèle. Remettons Paris sur les rails. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup Rachida Dati, un immense merci Guillaume Tabar. Et on passe tout de suite à notre entretien culture. Merci beaucoup. Nous recevons aujourd'hui un artiste complet, fou de théâtre, nommé 4 fois au Molière. Il sera finalement récompensé l'an passé pour sa sublime adaptation du Cercle des poètes disparus. Prolifique, il revient avec Amadeus, le chef-d'œuvre de Peter Shaffer. Mon invité, c'est Olivier Soliveres. Olivier Soliveres, je vous laisse vous installer. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue au Grand Palais, bienvenue au Figaro. Merci. On est ravis de vous avoir avec nous. Avant de parler d'Amadeus, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur le Cercle des poètes disparus et ce succès immense. Vous avez fait vibrer le public, vous nous avez transportés, vous m'avez ému aux larmes, j'ai pas peur de le dire. Est-ce que vous sentiez que ça allait marcher à ce point? Stéphane Fraisse et cette bande qui quand même, je dois dire, fonctionnait particulièrement bien. On sait que maintenant il y a une autre équipe qui est formidable, mais tout de suite l'alchimie a pris. Troisième équipe qui va bientôt arriver. Troisième avec Philippe Torreton qui va reprendre le rôle de Keating. Non, tu peux pas savoir que ça va marcher. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'adorais ce film et je voulais pas l'entacher. Donc voilà, et je l'ai fait avec la passion que j'avais pour ce film. Ouais. Est-ce que c'est toujours votre quête quand vous construisez un spectacle, de lui rendre hommage, si c'est un texte que vous aimez particulièrement, de chercher à faire vibrer un public? Qu'est-ce qui vous anime? Alors déjà, que le spectacle me plaise à moi. Ça, c'est la priorité. Et puis après, si les gens aiment, c'est important. J'essaye toujours que les gens s'ennuient pas. Voilà. Moi, je dis j'aime pas trop le théâtre. Ouais, j'aime pas trop le théâtre, moi, à la base. J'aime le spectacle. Vous n'aimez pas le théâtre? Non, pas trop. Pardon, mais c'est complètement antinomique. Olivier Soliveres n'aime pas le théâtre? Non, mais moi, 2 personnes qui parlent pendant 1h30 sur scène, je m'ennuie un peu. J'aime le spectacle. Voilà. Donc, j'essaye de faire du théâtre spectaculaire. J'essaye. Et c'est le cas avec Amadeus, le nouveau spectacle que vous allez nous présenter. En effet, on est très loin de 2 comédiens qui se répondent sur scène. Là, c'est un autre chef-d'œuvre. Et je remarque que vous aimez quand même vous intéresser à des textes, à des pièces, à des œuvres mythiques. Oui, c'est des œuvres qui m'ont touché et que si je peux me permettre de les mettre en scène, c'est un défi que j'adore faire. Ouais. Tony Award quand même de la meilleure pièce en 1980. À chaque fois, vous vous mettez des challenges. Hein. Oui, mais j'ai pas peur. Je fais ça avec passion et voilà, j'essaye de m'amuser. À la base, en fait, je voulais mettre mon petit frère Thomas Soliveres en scène, dans un seul en scène. Je lui ai dit viens, reviens au théâtre. Il faisait beaucoup de cinéma. Je lui ai dit viens, j'ai envie de te mettre en scène au théâtre. On va faire un seul en scène. Et puis en cherchant des seuls en scène, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je suis arrivé sur Amadeus. Donc il n'a rien à voir avec un seul en scène, parce qu'on a plus de 14 artistes sur scène. Mais Thomas Soliveres lui est resté dans le projet. Oui. On va rappeler l'histoire quand même d'Amadeus qui est assez incroyable. C'est l'histoire de la mise à mort d'un génie. En tout cas, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Wolfgang Amadeus Mozart, tué par son rival, un compositeur jaloux, Antonio Salieri, qui nous raconte ça finalement à la fin de sa vie, qui se confesse sur cette jalousie maladive qui l'aurait poussé à tuer Mozart. Évidemment, c'est une invention. Oui, c'est complètement faux. Ils se connaissaient à l'époque. Parce qu'on peut se poser légitimement la question. Moi, j'ai vu le film. Alors, je triche un peu. Mais on peut se poser la question. Oui, je crois qu'ils se connaissaient. Ils s'aimaient d'ailleurs pas trop mal. Et c'est Peter Shaffer qui, en partant de là, a créé cette histoire. Oui.
On est en 1823 dans la Vienne de François-Joseph II. Comment est-ce qu'on plante ce décor qui n'est pas hyper évident à planter? Il y a quand même des codes qu'il faut rappeler. On est sur une scène de théâtre et donc on a un certain nombre de contraintes. Oui, surtout que c'est une pièce qui va très vite, qui change de lieu très très vite. Il va falloir aussi que vous serviez votre cerveau pour imaginer les endroits. Ça, c'est ce que j'aime bien faire aussi. Je vais pas, j'essaie de symboliser certains lieux. Et puis il faut que ça soit grandiose. Donc voilà, on va essayer de faire des choses un peu grandioses. J'aimerais qu'on parle de ce sentiment qui est là dans cette pièce et qui finalement est comme un poison. Cette jalousie maladive d'Antonio Salieri qui commence à pourrir finalement sa vie, son existence et qui nous renvoie à ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, à nos propres jalousies, à nos propres tourments. Ça touche à quelque chose de très intime. J'aime beaucoup l'idée qu'on va s'auto-questionner aussi pendant cette pièce. Oui, c'est un peu comme le Cercle des Pas Disparus. Vous ressortez avec un message, le Carpe Diem, etc. Est-ce que je vais reprendre ma vie en main? Est-ce que j'ai envie de faire de refaire mes passions? Là, c'est aussi ça. C'est la jalousie, c'est un vilain défaut. Et Salieri, c'était la star de l'époque. Ça, c'est vrai. C'était le compositeur le plus en vogue à l'époque. Et il voit arriver ce petit fou, génie, vulgaire, et qui vient casser les codes. Et Salieri se rend compte que Mozart est un génie. Et d'ailleurs, c'est un des seuls à s'en rendre compte dans la pièce. C'est ce que vous racontez très bien, je trouve, dans cette pièce. C'est finalement, on comprend que Salieri est peut-être le premier fan de Mozart. C'est le premier fan. Et c'est peut-être de là que naît cette jalousie. Il se dit, il est tellement génial. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu a donné tout ce génie, tout ce talent à ce jeune homme qui est pas très respectueux, etc., et qui est un peu fou. C'est ça qui le tue. Il lui dit, moi, j'ai été avec toi, avec Dieu. Il parle à Dieu et il lui dit, moi, j'ai tout fait pour toi, j'ai été pieux, etc. Et tu lui donnes ce génie. Pourquoi tu lui donnes à lui et pas à moi? Et donc, du coup, il engage un combat avec Dieu à travers Mozart. C'est ça la vraie pièce, en fait. Salieri ça dit, ah ouais, tu t'as fait ça? Ok, je vais me venger. Je vais attaquer ta créature. Voilà. C'est assez profond, c'est assez intense et vous avez parlé tout à l'heure de votre combat contre l'ennui. J'ai envie de parler du rythme effréné de cette pièce. C'est une fresque théâtrale, mais c'est aussi une fresque musicale. Au total, il y a 14 artistes qui se démènent sur scène pour nous faire vivre ce génie créateur parce que ça soit Salieri, que ça soit Mozart, il y a du génie créateur chez ces deux compositeurs. Oui, je voulais absolument que les gens entendent aussi de l'opéra. Donc vous allez avoir aussi des chanteurs d'opéra, vous allez avoir des musiciens sur scène qui vont jouer en live. C'est un très gros spectacle. Et Jérôme Kircher qui va jouer Salieri va être dingue. Et il me disait là, parce que j'étais avec eux là, ils m'attendent, il y a 25 personnes qui m'attendent sur le plateau là. C'est pas vrai. Au Marigny là, juste à côté. Je suis parti 2 minutes. Et là, Jérôme Kircher, on travaillait encore et il me disait c'est fou cette pièce, ça va à toute allure. Il faut que j'ai pas le temps. Il est pendant 2 heures sur scène et il me dit ça va vite. C'est intense. Ouais, c'est intense. Ouais. Est-ce qu'il faut être nécessairement féru de musique classique pour aimer cette pièce et l'apprécier à sa juste valeur? La vérité, je n'y connaissais rien en musique. Voilà. Je connaissais Beaux-Arts quand même, mais depuis 1 an, là, je n'écoute que ça. Mais avant, j'y connaissais rien. Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer Mozart ou Salieri ou connaître de l'opéra. Il faut juste ouvrir son cœur et sentir l'émotion arriver. Vous allez la sentir. Vous allez voir que j'ai des chanteuses d'opéra qui vont chanter la flûte enchantée. Je pense que vous allez avoir des poils. Les frissons, on les a déjà. Allez, on regarde la bande-annonce ensemble et on continue d'en parler ensemble tout de suite. C'est parti. Un tout petit aperçu de cette pièce géniale. Moi, j'aime beaucoup ce rire qui prend de l'ampleur, qui est à la limite de la folie et qui est au milieu de toutes ces bougies. Il y a quelque chose d'assez inexplicable, qui est presque de l'ordre de la magie. Et je trouve que c'est très réussi dans ce spectacle aussi de nous faire vibrer comme ça autour de
quelque chose d'inexplicable qu'on ne peut pas qualifier, ce génie de Mozart. Oui, et le rire, par exemple, de Mozart, qui est dans le film, était très important. Et Thomas, mon petit frère, a cherché... Il l'a bossé ? Ah, il a bossé énormément. Il rigole pas comme ça dans la vraie vie, rassurez-nous. Pas du tout, non. Pas du tout. Et oui, on a beaucoup travaillé ce rire. C'était hyper important que les gens l'entendent. Et pareil, il va jouer, parce que Thomas, c'est un petit génie aussi. J'allais vous poser la question, je vous promets que c'est vrai, j'allais vous demander s'il a quelque chose lui aussi du jeune prodige. Ce rôle était fait pour lui. C'est pour ça que je lui ai dit tu vas faire Mozart. Pas uniquement parce que c'était votre frère. Ah non, pas du tout. Mais enfin, je l'auditionne même pour des pièces, c'est vrai. Non, mais parce que Thomas, c'est un petit génie depuis qu'il a 5 ans, il fait du piano. Oui. Là, il s'est mis au clavecin ? Oui, il s'est mis au clavecin, au piano forte exactement. Dans le film, vous avez une scène où il joue à l'envers, Mozart. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on le tente ? Donc ça fait 6 mois qu'il essaye et qu'il va normalement y arriver sur scène. Croise les doigts. Non, mais il y arrive déjà. Il y arrivera. Oui, il y arrive déjà. J'aimerais qu'on parle de Jérôme Kircher dans le rôle de Salieri. C'est un rôle qui est pas évident. Il faut cultiver cette amertume. Il faut qu'on la sente, cette noirceur qui s'installe. Comment est-ce que vous l'avez accompagné dans ce rôle ? C'est un rôle immense pour un acteur. Je pense que c'est un très 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 grand rôle. D'ailleurs, quand je l'ai appelé pour lui proposer, il était ému. Il m'a dit waouh, qu'est-ce que tu me proposes là ? Et à la base, il ne pouvait pas jouer il n'était pas libre. Et finalement, il s'est libéré pour vous ? Ouais, il s'est libéré. On se libère en général pour Olivier Soliveres. Non, c'est pas pour moi qu'il s'est libéré. Si, c'est vrai. Non, je pense que c'est pour le rôle qu'il s'est libéré. Parce que le rôle est immense à jouer, incroyable. Il y a tellement de choses à jouer, cette jalousie, ce génie et cette colère. Et c'est un acteur de génie, Jérôme Kircher. Les gens, faut le connaître encore plus. C'est un génie du. Et il va être dans la lumière pour cette pièce, évidemment. Il va être incroyable. Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le film de ce vieil homme qui, à quelques jours de la fin de sa vie, commence à remonter le fil de ses pensées et à revenir sur le fil de sa vie. C'est quelque chose qui vous inspire aussi, cette réflexion, cette rétrospective sur soi, intime ? Moi, je dis toujours, j'ai beaucoup de chance en ce moment. Beaucoup de théâtres me font des propositions. Le Cercle des Poètes Disparus a changé ma vie. J'ai mes pièces qui sont sur l'école Maurice. Ça m'arrive, là, récemment, j'ai eu 2, Amadeus et Cher Evan Hansen qui étaient sur la même colonne Maurice. Je prenais ça en vidéo, je montais ça à ma maman. Et là, vous êtes au Grand Palais quand même. Je suis au Grand Palais. C'est chouette. J'ai beaucoup de chance, mais je dis toujours, faut pas que j'oublie d'où je viens. Voilà. Et ça, on ne change pas des vies, on ne sauve pas des vies, on fait du théâtre, on est là pour divertir les gens. Et j'ai beaucoup de chance, mais moi, je fais attention à me dire d'où je viens. Ouais. Je fais attention de ne jamais oublier ça. Ouais. C'est important, je pense. Qu'est-ce qui vous touche dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous anime quand vous vous levez le matin ? Et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants ? Oh là moi, déjà, c'est ma passion depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, quand je me réveille le matin, je me dis à chaque fois quelle chance, je vais du théâtre libre au Marigny, en passant par la tête de la Madeleine, au Palais Royal. Ouais, c'est fou, j'ai beaucoup de chance. Et cette passion de vivre de ça, c'est incroyable. Et je dis ça à mes enfants. Ils aiment le théâtre ? Pas tant que ça. Vous leur avez quand même concocté des chefs-d'œuvre pour jeune public, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Je suis persuadée que c'est vos premiers fans. Mais je crois, oui. Je ne pourrais pas vous la montrer, mais j'ai une vidéo de quand j'ai eu mon Molière. Oui. Je peux la revoir encore. Ils se sont filmés, ils étaient à la maison, les grands, et ils se sont filmés le jour où j'ai eu le Molière. Ils hurlaient, ils pleuraient de joie. J'en ai les larmes qui arrivent. C'est un des moments les plus magiques de ma vie, ouais. Moi, j'étais dans la salle à ce moment-là et je me souviens de vos très beaux mots et de mon émotion aussi en me disant que c'était entièrement mérité. C'est quoi le prochain projet d'Olivier Soliveres ? Je peux le dire. Je vais monter en septembre 27 un autre roman phare. J'ai acheté les droits de Au revoir là-haut. Oh, génial! Et Pierre Lemaître m'a donné son aval. Et je vous applaudirais volontiers si je pouvais, mais avec ces micros, c'est impossible. C'est génial! Bah ouais, c'est un petit projet encore. Encore une fois, c'est un gros morceau auquel vous vous attaquez. Et ça promet encore d'être chargé en émotion et en intensité. Un dernier mot pour votre public. Une partie de votre public est là. Les autres vous regardent. Ils viennent vous voir au théâtre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Soyez passionnés. Soyez passionnés, c'est le plus important.
Merci beaucoup Olivier Soliveres. Et puis on va vous laisser retourner bosser. Oui, parce ils que, m'attendent. si j'ai bien compris, il y a du boulot sur cette pièce géniale Amadeus. Merci beaucoup Olivier Soliveres de nous avoir fait le plaisir d'une venue au Grand Palais. Moi j'étais absolument ravie de passer ces jours avec vous au Grand Palais pour ce bicentenaire du Figaro. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie d'être venus. Je remercie le public qui était nombreux pour Rachida Dati et pour Olivier Soliveres. Et je vous retrouve dès lundi sur le plateau du Figaro TV. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite.